bonjour, bonsoir à toutes et à tous, dépendamment de là où vous êtes. L'intitulé du live aujourd'hui, on va aborder la psychogénétique vibratoire et la physique quantique. Avant de commencer à aller plus loin, comme pour le dernier live qu'on a fait, on vous invite vraiment à commenter, à bien liker et à partager cette vidéo. Ça va vous permettre de savoir effectivement si vous aimez bien ce type de format et ça permet aussi de nous aider pour le référencement de la chaîne. Comme à chaque live, on va prendre une première demi-heure avec Charles, on va faire un interview de format assez classique, comme on le fait dans les vidéos disponibles sur la chaîne. Et puis la seconde demi-heure sera donc dédiée aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser les questions dès maintenant au niveau du chat. Ça permettra à Jessie en régie de les regrouper et de pouvoir nous les communiquer pour qu'on puisse simplement y répondre avec Charles. Alors Charles, comme d'habitude, une petite partie sur la partie définition. Alors j'ai cherché sur internet sur la définition pour psychogénétique. Et la définition, c'est donc une science, une approche qui étudie ou admet la causalité de facteurs psychiques sur le corps ou sur le domaine physique. Donc voilà, c'est en France une prédominance, la source de la source de tous les phénomènes qu'on voit, que ce soit l'objet ou le corps humain, ou devrait avoir des origines psychique. Ça fait aussi penser, vous savez, Charles, au phénomène aussi, on appelle ça psychosomatique, c'est-à-dire avec des personnes qui sont capables de se produire des maladies ou des pathologies qui sont liées tout simplement à des névroses ou autres pathologies mentales. Quant à la physique quantique, parce que c'est ça effectivement l'autre sujet de la réunion, même si jamais les deux sujets sont liés, en termes de définition, la plus simpliste en tout cas que j'ai trouvé sur Internet, c'est la physique quantique est une théorie qui décrit le comportement des objets physiques au niveau nanoscopique. Je pense qu'il faut comprendre avec cette définition assez simple, c'est que dans cette volonté d'aller dans toujours le plus petit, de micro jusqu'au nano, on veut vraiment découvrir l'origine des choses. Donc de la même manière que la psychogénique s'interroge sur l'origine du physique ou du biologique, là, la physique quantique va aussi s'interroger en creusant toujours plus loin sur les origines de tout, du monde de la matière. En termes de citation, alors sur la psychogénétique, c'est quelque chose d'assez récent, je n'ai pas trouvé de citation, mais en tout cas sur la partie physique quantique, c'est peut-être sûrement une personne que vous connaissez, c'est une citation du mathématicien américain, fondateur de la cybernétique, enfin un des fondateurs, Norbert Wiener. Il a fait une citation assez drôle pour parler un peu de cette approche de la physique quantique. Il a dit: un physicien moderne étudie la physique quantique lundi, mardi et vendredi, et médite sur la théorie de la relativité les mardis, jeudis et samedis. Par contre, le dimanche, il prie pour que quelqu'un trouve une corrélation entre les deux. C'est Ouais. pour montrer un peu tout le côté mystérieux de son temps. Peut-être qu'aujourd'hui, on a fait plus des approches. Mais c'est vrai que quand on dit physique quantique, il y a un côté un peu mystérieux, un côté un peu mystique. Bon, c'est ce que là, Norbert a voulu montrer dans cette approche, dans cette définition, ou en tout cas cette citation plutôt ludique, plutôt amusante sur toutes ces choses-là. Alors, c'est vrai qu'on a abordé la psychogénétique vibratoire dans le dernier échange qu'on a eu tous les deux lors d'une interview. Là, on va aborder effectivement le lien, les ponts, les parallèles, les transpositions qu'il puisse avoir avec la physique quantique. Moi, la première question que j'aimerais vous poser, pour rebondir un peu sur ce qu'on a déjà évoqué précédemment, c'est quelle définition claire donnez-vous à ce que vous appelez-vous, en tout cas, la psychogénétique, et peut-être son lien par la suite avec la physique quantique? La psychogénétique, c'est basé sur le fait justement que le psychique agit sur le corps, okay? Et agit sur le corps à travers une mécanique, autrement dit, une accumulation de programmes vibratoires. Voyez-vous? Alors, tout ce qui n'est pas matériel comme tel est vibratoire. Alors, pour avoir une idée plus claire, plus scientifique de ce qui se passe chez l'homme en général, pour qu'il se connaisse mieux en profondeur, à ce moment-là, on est obligé d'explorer la partie psychique, autrement dit, la mécanique, comment on fonctionne vibratoirement, autrement dit, ce qui est occulté à la conscience psychologique. Alors, la différence, si vous voulez, c'est justement, au niveau psychologique, c'est l'interprétation psychologique de cette réalité-là, perçue intuitivement,
qui donne religion, philosophie, croyances de toutes sortes. C'est pour ça qu'il y a tant de formes de croyances. Parce qu'il y a différentes interprétations à travers différentes cultures, etc. Alors, la psychogénétique, justement, j'ai amené, j'ai choisi, si vous voulez, ça m'a choisi plutôt, cette expression-là pour définir justement cette mécanique qui agit sur le génétique. Autrement dit, qui agit dans la matière. Alors, un peu comme, pour passer à la physique quantique, un peu comme la physique quantique agit sur la matière, mais pas comme l'homme peut se l'imaginer. C'est d'ailleurs pour ça que les scientifiques, ou une grande partie des scientifiques, ont beaucoup de difficultés à englober ou à cerner les effets de la mécanique quantique. Puis les effets de la mécanique quantique sont liés à la conscience. Donc, sont liés à l'observateur. Donc, sont liés à l'observation. Autrement dit, lorsque une observation, c'est, pour moi en tout cas, c'est être dans l'intelligence de ce qui se passe. Ou à commencer à être dans l'intelligence de ce qui se passe. Alors, lorsqu'on a conscience, ou plutôt, à ce moment-là, c'est une métaconscience, même en physique, c'est une métaconscience, parce que c'est vu, c'est observé à partir d'une conscience différente, supérieure à l'ancienne. L'ancienne étant la physique classique. Alors, les scientifiques sont obligés de passer à un autre niveau. C'est pour ça que Weiner disait que certains jours, les scientifiques peuvent entrevoir la physique quantique, mais d'autres journées, c'était la relativité, et d'autres journées, c'était la physique classique, si vous voulez. Fait il y a un mélange là, de tout ça, et ils ont de la difficulté à faire une synthèse de tout ça parce qu'ils ne sont pas éveillés à la réalité vibratoire. Autrement dit, ils ne sont pas éveillés à la réalité du système. Le système, fondamentalement, c'est de l'information. Une certaine information qui évolue constamment, qui a toujours évolué. Alors, c'est le même système, si vous voulez, que ce qu'on vit au niveau des programmes, au niveau de la mémoire, au niveau de la charge énergétique, mémorielle, émotive, si vous voulez, et des mises en vibration, etc. Tout fonctionne de cette façon-là dans l'univers. Il s'agit de faire le lien entre les deux, qui n'est pas évident lorsqu'on n'a pas conscience de la mécanique vibratoire. Alors, l'ésotérisme, la spiritualité, ce sont toutes des interprétations de cette réalité-là, la réalité systémique finalement. Des lois très ancrées, c'est-à-dire l'information accumulée, donc la mémoire, qui agit sur la matière. Sans cette mémoire, sans cette banque, si vous voulez, mémorielle, la matière ne peut pas fonctionner. Vraiment? Rien qui peut fonctionner. C'est la base même de ce qui anime la vie. Ça définit un peu la psychogénétique et la physique. Ça, c'est que ce que vous voulez dire, c'est que de la même manière que ça va être une psyché, des programmes ou de la mémoire qui vont venir définir les personnalités ou la personne d'un individu, c'est exactement pareil pour la matière. Du coup, c'est le même mécanisme. Ben oui. D'ailleurs, ça s'impose à la matière, aux entités biologiques dans la matière, surtout. Pensez-vous qu'un animal évolue consciemment? Même l'homme n'évolue pas consciemment.
Il n'est pas conscient des forces qui le font évoluer. Les forces qui le font évoluer, ce sont surtout la mise en vibration face à la peur de ne pas survivre. C'est ça qui fait évoluer l'homme et l'animal. C'est la base. Jusqu'à ce que l'homme prenne conscience, l'être humain prenne conscience de la réalité mécanique, vibratoire du système. À ce moment-là, il peut commencer à s'adapter au système et ne plus souffrir psychologiquement. Parce qu'il passe d'une conscience psychologique à une conscience vibratoire. Autrement dit, une capacité intellectuelle psychologique à une capacité intellectuelle, si vous voulez, vibratoire. Autrement dit, une logique vibratoire basée sur la réalité vibratoire du système qu'il perçoit, qu'il peut observer dans sa vie de tous les jours. Alors, c'est là que ça devient très scientifique. C'est pas seulement dans le virtuel, là. Voyez-vous? S'imaginer des affaires, on peut le vérifier. Pas pareil. Si on peut vérifier, ça devient scientifique. On peut vérifier et dans le même temps, pardon, avoir un impact peut-être sur ce qu'on peut appeler la réalité. Vous disiez précédemment, les effets de la mécanique quantique, enfin les lois, sont liés à la conscience. C'est-à-dire qu'avec différents niveaux de conscience, théoriquement, on peut avoir un effet, enfin, on peut avoir un impact sur ces effets-là, sur la causalité. Ça change la réalité. La perception ou l'observation change la réalité. C'est l'observateur. C'est la conscience de l'observateur qui change la réalité. Parce qu'il observe. C'est malgré lui, là. Les scientifiques se sont aperçus de ça, de ce phénomène-là. C'est pas eux qui l'ont imaginé. C'est ça le problème qu'ils ont avec la physique quantique. Voyez-vous? C'est pas des choses qui s'imaginent, c'est des effets. Pas pareil, là. Alors, ça leur donne un choc. Pourquoi ça leur donne un choc? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment ajustés à la réalité systémique au niveau psychique. Autrement dit, ils sont pas assez évolués. Ils regardent la réalité à travers une conscience involutive, psychologique. Oui, ils sont très évolués à ce niveau-là, mais au niveau de la réalité systémique, vibratoire, psychique, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Certains scientifiques commencent à percevoir ou à entrevoir que au final, c'est surtout de l'information. Alors, l'information, il faut qu'elle stocke quelque part. Dans une dimension, dans un champ d'information. Et en prenant en compte l'ensemble des éléments, c'est vrai que ça pose aussi des questions sur cette notion, sur cette définition en fin de compte du réel. Parce que quelque part, le réel, est-ce que c'est quelque chose dans ce cas-là d'absolu ou c'est quelque chose justement qui peut varier en fonction justement de l'observateur? C'est sujet de réalité. Okay. Oui et non. Dans le sens que la réalité systémique est pareille pour tout le monde. Allez-vous? La gravité, c'est pareil comme pour tout le monde. C'est la même chose, fait partie des lois du système. Mais il peut y avoir différentes interprétations. De là, les différentes croyances religieuses, etc., ésotériques, spirituelles. Allez-vous? Là, il y a une interprétation psychologique à travers le filtre évolutif ou le filtre psychologique limité, qui ne peut pas observer à travers avec une métaconscience de la réalité. Faire une différence entre de la conscience et une métaconscience. La conscience, tel que les gens en parlent, c'est imposé à l'homme, malgré lui.
Une métaconscience aussi, dans un sens, il n'y a pas le choix, à cause de la souffrance, de développer une conscience supérieure. Une conscience différente pour absorber ou pour découvrir la réalité systémique. Mais tant qu'il est assujetti à une conscience psychologique, ça lui est occulté. L'occulte, ce n'est pas ce que les gens pensent. L'occulte, c'est ce qui est caché à l'homme. Point final. Individuellement. Ce qu'il ne peut pas voir, ce qu'il ne peut pas observer à travers une conscience psychologique évolutive limitée. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine conscience polarisée, mais il n'est pas en mesure d'aller au-delà. La plupart des gens ne sont pas en mesure d'aller au-delà. On commence à aller au-delà de tout ça. Voyez-vous? Alors, ça fait que commencer. Oui, et je pense que les avancées, effectivement, aussi sur cette physique quantique, mécaniquement, vont amener d'abord les scientifiques, mais aussi le monde de manière plus globale à cette réalité-là. Sur les réalités qui vont pouvoir et les règles observer et définir sur le champ quantique, éventuellement, il y a un moment, ils vont se rendre compte que c'est pareil pour tout, en fait. Ça s'en va dans cette direction-là. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui commencent si vous voulez, inclure la conscience, le temps, etc. Voyez-vous? Ils ont leur propre théorie là-dessus, là, à partir d'une conscience psychologique tout le temps ou spirituelle, mais ils commencent au moins à mélanger les deux. Voyez-vous? Ou à observer à travers des filtres différents, si vous voulez, qui va les amener à réaliser lorsque ça ne fonctionne pas comme ils croient, à s'ajuster éventuellement. Il faut se fier à la résultante. Pas le choix. On ne peut pas inventer quelque chose puis croire que c'est comme ça que ça fonctionne quand on fait les expériences, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Alors, les expériences en laboratoire, si vous voulez, scientifiques en laboratoire, c'est des expériences psychiques individuelles. Chaque personne a son propre laboratoire, il fait ses expériences. Et c'est une chose, la connaissance, l'accumulation de la connaissance, mais la mise en pratique, il est là le laboratoire. La connaissance, c'est parler du phénomène, finalement de conscience, mais lorsqu'on l'applique, lorsqu'on est en mesure de l'appliquer, là, on est dedans, on intègre. On est dans la vérification. Dans la vérification, exactement. Ouais. Oui, parce qu'il faut que tout ça puisse s'inscrire. Alors là, il y a l'exemple effectivement du scientifique qui est dans son laboratoire, qui va avoir son protocole. Si on casse un peu le domaine scientifique, c'est vrai qu'on parle de la physique quantique, la psychogénétique, ou même tout ce qu'on a pu aborder autour de l'approche multidimensionnelle, il faut que ce soit quelque chose dans la vie de tous les jours. Pas uniquement de se dire, alors je vais tester mon expérience uniquement le dimanche, juste après la prière pour trouver un lien, mais que ce soit quelque chose qui soit dans le concret de manière permanente. Et c'est peut-être là, effectivement, où par exemple, pour reprendre un peu cet exemple des scientifiques, les scientifiques, c'est vrai qu'ils testent leur théorie, mais dans un cadre très normé. C'est très normé, c'est très feutré. Là où, en fin de compte, ou peut-être la science que vous avanciez à travers l'analyse multidimensionnelle, c'est quelque chose d'universel et de la vie de tous les jours, finalement. Oui. C'est dans l'application des actions ou des réactions de tous les jours que ça se passe. C'est pour ça que les gens souffrent ou vivent ce qu'ils vivent dans leurs relations, etc. Mais ils ne s'imaginent pas que c'est là. C'est bizarre. Ils sont dans des philosophies ou des approches plus philosophiques, ésotériques. Alors, ils s'imaginent des choses.
Ils sont dans le virtuel, autrement dit. Si vous pensez être dans votre intelligence et vous n'êtes pas en mesure d'appliquer ça dans vos relations, si vos relations sont constamment en péril, ou vous souffrez de vos relations, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Vous n'êtes pas en mesure de l'appliquer. Donc, vous ne l'avez pas intégré. Alors, c'est difficile à intégrer parce que cette réalité-là, elle est occultée par la conscience psychologique, autrement dit, la mémoire, les concepts, etc., qui sont des programmes, qui sont des automatismes de façon de penser. Mais les gens ne réalisent pas ça. Il y a une résistance inconsciente. Lorsqu'on dit résistance inconsciente, on parle de quoi? On parle de programme, on parle d'automatisme qui s'imposent à l'individu et que l'individu ne voit pas. Il s'identifie à ça. Le problème évolutif ou astral, c'est l'identification à la programmation, à la personnalité, quoi. Les gens sont habitués de s'identifier à ça. S'identifier à ça depuis qu'ils sont très jeunes. Pourquoi? Parce que ce sont la résultante de leur réaction à leur environnement. Voyez-vous? Oui, mais ils n'étaient pas conscients à ce moment-là de ce qui se passait, ce qui s'enregistrait, ce qui se créait, malgré eux. Ça, c'est le système qui s'impose. Voyez-vous? Qui tend à faire évoluer l'individu à travers la souffrance. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment un lien sur la réalité vraiment concrète, immédiate de l'individu, et comme quoi, même sans rendre compte, il a cet impact-là. Parce qu'en créant ces programmes, en ne comprenant pas effectivement tout le jeu, avec ce côté un peu hermétique, ce côté un peu occulté, il crée lui-même les conditions et les programmes qui vont jouer contre lui. Donc quelque part, c'est quand même lui qui crée une réalité. C'est pas lui qui crée les programmes, attention. Si on dit que l'homme crée les programmes, on présuppose une conscience d'en créer. Et là, l'être humain, quand il est jeune, et même plus vieux, il n'a pas conscience qu'il crée les programmes et il n'a pas conscience qu'il nourrit les programmes. De la même façon. Il ne sait pas. On parle d'observation ou de métaconscience en temps réel. Voyez-vous? Il peut s'imaginer ça en temps différé. Il peut avoir la connaissance de ça, mais l'application en temps réel, c'est d'autres choses. Le voir ce phénomène-là ou observer ce phénomène-là ou être dans l'intelligence de ce phénomène-là en temps réel, c'est un autre ballgame. Là. C'est là que l'intégration, c'est là que ça prend l'expérience de l'individu qui va s'accumuler. Voyez-vous? Qui va créer des programmes qui vont faire en sorte que l'individu va devenir de plus en plus en mesure d'observer ou d'être dans l'intelligence. Ça ne se fait pas comme ça. Là. Ceux qui s'imaginent que je suis éveillé maintenant, j'ai eu un choc, j'ai eu quelque chose, j'ai vu quelque chose. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est de l'éveil spirituel. L'imagination. Il faut aller loin là, avec ça. Mais si vous vérifiez dans votre vie, l'application, c'est une autre affaire. On parle d'une façon permanente. Là. On ne parle pas seulement que fortuitement, là, une fois dans une journée ou un mois. Là. Mais pour obtenir justement cette application permanente, ça passe par cette capacité justement on en parlait souvent, mais à créer un programme d'observation. C'est ça qui va nous permettre au fur et à mesure d'observer continuellement. Ouais. Oui, au début, ça prend un intervenant, OK? Parce que l'être humain ne peut pas du jour au lendemain se sortir de l'influence inconsciente, justement à cause de ça, de la programmation ou de des automatismes psychologiques. Autrement dit, de sa conscience ou de la conscience évolutive. Ça lui est occulté. Alors,
Il s'agit qu'il soit en contact avec quelqu'un qui désocculte ça pour qu'il commence un peu à le voir. C'est pas évident, là. Ça dépend de l'individu. Il y a des individus, ils sont trop influencés par cette mémoire-là ou certains concepts ou des automatismes, une programmation psychologique très puissante. Voyez-vous? Ça dépend de leur environnement, ça dépend à quel point ils sont évolués dans la conscience psychologique évolutive. Voyez-vous? Il y a une évolution là-dedans. Ceux qui sont rendus au bout, là, ils souffrent. Ils cherchent à s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Alors, lorsqu'ils sont en contact avec une personne qui peut leur expliquer un peu ce qui se passe, ben à ce moment-là, ils vont essayer de rentrer en contact avec cette personne-là pour justement que le processus, si vous voulez, de transmutation d'une conscience à une autre puisse commencer. Mais les gens croient qu'ils peuvent commencer ça tout seuls parce qu'ils comprennent des choses, il y a une certaine connaissance. Ça ne fonctionne pas de même. Ça aide pour être en mesure de passer à l'action. Autrement dit, être en contact avec une personne, je suis d'accord. Mais il faut qu'il y ait un contact. Voyez-vous? Les gens, par exemple, la preuve de ça, les gens, avant que Bernard commence à parler, là, OK? De la réalité dont il parlait, même s'il en parlait de façon ésotérique ou spirituelle, ou whatever, personne n'apercevait cette réalité-là. Les gens qui l'ont suivi, là. Pensez-vous qu'ils percevaient ça avant? Ils étaient dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, etc. Puis il y en a beaucoup qui le sont encore. Voyez-vous? Alors, ça prend un déclencheur. Des fois, un individu, ça a toujours été ça dans l'histoire. Ils appellent ça un initié. Voyez-vous? À partir de là, il y a des personnes qui s'éveillent et qui font la même chose. Ils vont un peu plus loin. Voyez-vous? Moi, j'ai une approche beaucoup plus scientifique que Bernard. D'ailleurs, il en parlait de ça. Ma vibration est différente. Je ne peux pas parler comme Bernard parlait. Je ne peux pas avoir son approche. On parle de la même chose. Voyez-vous? Mais je ne parle pas dans les mêmes termes. J'utilise d'autres termes plus scientifiques. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans l'ésotérisme, la spiritualité, etc. J'utilise très peu de termes, puis c'est voulu, ça. Voyez-vous? Pour justement que les personnes qui ont fait le tour du jardin spirituel ésotérique, ben, ils entendent un autre son de cloche. Voyez-vous? Ceux qui rentrent en contact avec moi, ils réalisent encore plus lorsqu'ils sont en contact, éventuellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact, pas seulement avec moi, ils sont en contact avec la réalité systémique. Si vous voulez, par exemple, devenir un scientifique en physique, vous allez faire quoi? Vous allez à l'université. Qu'est-ce que vous faites à l'université? Vous rencontrez le professeur ou les professeurs qui sont des scientifiques en physique. Voyez-vous? Plus vous allez être en contact avec le NEC plus ultra des scientifiques, plus vous allez être initié à cette réalité-là. C'est la même chose au niveau psychique, c'est la même chose au niveau systémique. Voyez-vous? Ça prend un contact direct. Pourquoi? À cause que le contact direct, ça se fait en temps réel. Quelque chose qui se passe en temps réel. Il y a une observation différente en temps réel. Vous pouvez vous imaginer l'observation, par exemple, en physique quantique, tant que vous voulez, tant que vous ne voyez pas ou vous ne vous rendez pas compte du phénomène. Voyez-vous? À ce moment-là, c'est difficile de cerner le phénomène. Voyez-vous ce que je veux dire?
un scientifique qui étudie, par exemple, à CERN, ce qui se passe au niveau de l'infiniment petit, ben, il réalise des choses parce qu'il y a une résultante. Là. Voyez-vous? Il réalise des choses et il y a des résultats qui va absorber, enfin, qui va intégrer. Et je pense que qui va l'amener à s'ouvrir à d'autres choses, même pour lui, finalement. Ouais, ben il va émettre une théorie, puis il va essayer de la prouver. Voyez-vous? Et pour revenir effectivement sur ce contact, c'est que il est important parce qu'il se passe quelque chose qui n'est pas reproduisible par la consommation de vidéos ou d'audio, etc., quand il y a un contact direct en live avec la personne, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui, parce que il y a une interaction directe. Voyez-vous? Non indirecte. Écouter une vidéo, ça peut vous faire prendre conscience de certaines choses, mais il n'y a pas de contact. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous interprétez ce qui est dit, il n'y a personne qui vous dit que c'est une interprétation psychologique. Alors, vous ne pouvez pas vous ajuster comme ça. Vous allez vous faire englober encore plus, vous risquez par l'interprétation psychologique. Voyez-vous? Il n'y a personne qui peut contester ce que vous réalisez. Alors, quand vous le parlez directement, ce que vous réalisez, puis ce n'est pas ajusté tout à fait, il y a quelqu'un qui vous en parle. Voyez-vous? Qui vous dit, ben, pas tout à fait ça, là. Que ça vous donne un autre son de cloche, ça vous permet de vous ajuster. Autrement, il n'y a personne qui peut vous ajuster. Vous absorbez seulement l'information, c'est tout. Vous pouvez l'interpréter tant que vous voulez. Bernard, puis les gens qui ont fait un séminaire avec Bernard, ça en est un exemple frappant. Voyez-vous? La plupart de ces individus-là sont encore dans l'ésotérisme ou interprètent de façon ésotérique, spirituelle, ce que Bernard a parlé. Alors, ceux qui ont eu un contact direct avec Bernard, ils interprètent un peu moins parce que Bernard, il les ajustait tout de suite. C'est ça l'importance du contact. Voyez-vous? Si une personne dit une chose qui n'est pas ajustée, il va tout de suite, il n'y a pas le choix de l'ajuster. Des fois, ça donne des chocs aux gens, là, dans ce temps-là, en tout cas. Voyez-vous? Parce que les gens, ils s'imaginent bien les affaires. Oui, parce qu'en fait, donc, ouais, ça permet vraiment de neutraliser complètement toutes les interprétations qu'on pourrait avoir si jamais on écoute le contenu de manière indirecte. Ouais. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont. Ça ne veut pas dire que la personne va être en mesure de le vivre, mais à force, il va s'ajuster. Une fois, la plupart du temps, c'est passé. C'est très occulte, c'est très occulté à l'individu. Alors, plus il est en contact, dans le sens, plus il est immersé dans cette réalité vibratoire du système, voyez-vous, par le contact, à ce moment-là, éventuellement, il en arrive à, c'est ça le processus, il en arrive à vivre un processus d'ajustement à cette réalité-là. C'est là que ça bascule. Il s'éveille à cette réalité-là. C'est ça l'éveil. Mais s'il s'imagine être éveillé puis il ne l'est pas, à ce moment-là, il y a quelqu'un pour lui dire, ben là, c'est pas tout à fait ça. C'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Mais si la personne reste là-dedans, ben elle s'en va, là. Elle sort de l'autoroute, là, elle prend les routes secondaires. Voyez-vous? Elle peut aller très loin comme ça, se perdre là-dedans. Très facilement. À cause de l'interprétation psychologique. Autrement dit, à cause de l'influence des automatismes psychologiques, les concepts, etc. C'est très subtil. Ouais, ça permet de recadrer directement comme une sorte de tuteur, comme pour les plantes, pour éviter que ça parte un peu dans... Oui.
Ouais, exactement. d'où aussi la volonté d'avoir votre approche plus scientifique comparativement au moins à celle de Bernard, c'est pour éviter toutes les interprétations Exact. et les dérives qu'il peut y avoir Ouais. derrière. Et même là, il y en a. Fait que imaginez. Et puis, ouais, c'est sûr. Et puis, vu qu'on parle de contact, si jamais ça vous va, je vous propose qu'on passe du coup aux questions, vu que là, il est déjà 42. Alors, on a reçu une question au préalable que m'avait envoyée de la part de Patrick. Et puis, j'en profite sur le chat pour ceux qui viennent d'arriver actuellement. N'hésitez pas à poser du coup les questions et puis on va pouvoir y répondre. Alors, la première question, c'était celle effectivement donc, de Patrick. Donc c'est plus sur l'aspect un peu donc psychogénétique et qui se posait des questions sur l'importance du moment de la procréation. Donc je vais dire sa question, je vais un peu la synthétiser. Il pose la question, donc lors de la procréation ou bien avant, y a-t-il un rapport étroit, donc une causalité entre l'âge des parents et la procréation? C'est-à-dire, voilà, il va y avoir une procréation. Est-ce que lorsque les parents font ça quand ils sont plus jeunes ou quand ils sont plus vieux, donc 25 ans, 30, 50 ans, est-ce que génétiquement, ça va avoir un impact, donc toujours dans ce mécanisme de psychogénétique, est-ce que ça va amener à ce que l'enfant ait des potentiels plus élevés que des parents qui ont enfanté un peu plus tard dans leur vie? Il cite un exemple, il dit voilà, imaginons qu'il y a des parents qui ont 25 ans. Bon, après, il sort des pourcentages avec voilà, il y a 15% de code génétique qui n'aurait pas été impacté par la programmation. Enfin voilà. Mais je pense que la question globale, c'est Ouais, ouais. est-ce que l'âge et la procréation, donc à l'âge à laquelle on fait une procréation, va avoir une incidence sur la capacité d'un enfant à s'élever ou pas? Ouais. Au niveau purement génétique, là, physique, là, très peu. OK? C'est évident que si les parents ont vécu un processus, ils sont beaucoup plus évolués, à ce moment-là, ça a eu un impact sur une partie de la génétique physique. OK? Parce que ça a eu un impact sur la psychogénétique. Alors, ça va avoir un certain impact. Mais ce n'est pas là que ça se passe. Le pourcentage est très bas à ce niveau-là. Alors, ça se passe surtout dans le psychogénétique, justement, se passe surtout dans le contact de l'enfant, conscient de l'enfant avec ses parents. Conscient, on s'entend, là, conscience psychologique, même très primitive, là. Le contact avec ses parents. C'est le contact avec son environnement, ses parents, dépendant aussi de à quel point les parents sont évolués, que tout se passe, que le psychogénétique se crée. Autrement dit, que la programmation se crée parce que l'enfant réagit à son environnement. À ce moment-là, il n'y a pas la conscience suffisamment développée pour avoir le discernement, etc. Il est dans la peur de ne pas survivre, that's it. Il filtre tout à travers cette peur primale-là. Mais bon, c'est le besoin de survivre. Alors, si les parents sont ajustés à la réalité systémique, éveillés à la réalité systémique, ça va être beaucoup plus facile pour que l'enfant, malgré lui, là, inconsciemment, qui se crée une programmation qui est beaucoup plus ajustée. Allez-vous? Et c'est là que ça se passe. Allez-vous? C'est évident qu'au niveau physique, génétique, il y a quelque chose qui se passe si les parents sont plus évolués. Okay? Parce qu'ils ont transmuté beaucoup de choses au niveau de la psychogénétique. Donc, ça a eu une influence sur la biogénétique. C'est comme ça que Oui. je le vois. Moi. Faire Ok, oui, attention à ça. Là. oui, c'est-à-dire que là, on va dire où tout se joue, c'est principalement quand l'enfant il est né et que là, il va absorber considérablement son Ouais, environnement. ouais, ouais. Ok, il y avait aussi une question, bon, je pense, qui était un peu associée. Il disait voilà, est-ce que durant l'acte de procréation, si les deux parents sont éveillés, est-ce que ça va avoir un impact ou pas? Bon, je pense que ça rejoint un peu la question Là, précédente. comme tel, non. Non. C'est pas. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est Ouais. là que ça passe. Il y a un peu d'incidence au niveau biogénétique, c'est évident, parce que ça affecte le 85% qui
qui est transmutable, si vous voulez. OK. Après, ça permet aussi de poser une autre question dans la Oui, continuité de excusez, celle-ci. le 85 c'est beaucoup plus lorsque l'enfant naît. C'est son environnement qui crée cette partie-là. Surtout. Oui, OK. L'épigénétique, c'est basé là-dessus, l'environnement. OK. Alors effectivement, il y a eu, il y a donc, quand l'enfant naît et l'importance de son environnement, justement, et le fait que les parents, en fonction de leur taux d'évolution, si je puis dire, ils vont avoir un impact positif ou négatif sur le site. Est-ce qu'il y a bon, je ne sais pas comment poser la question clairement, mais est-ce qu'il y a un âge pour lequel c'est trop tard? Imaginons, je ne sais pas, sur un individu, il vit 80, 90 ans. Est-ce que théoriquement, tout le monde peut basculer dans une vision multidimensionnelle ou, Oui. ouais, on ne se dit pas, bon voilà. Il n'y a pas d'âge pour avoir la paix. Là. Alors, une fois que la personne commence un processus, à ce moment-là, ben, elle va éventuellement vivre beaucoup mieux mentalement, d'une façon ou d'une autre. Voyez-vous? Il n'y a pas d'âge. C'est difficile de prédire qui, quoi, comment. Là. Il y en a, ça va plus vite que d'autres. Il y en a qui ont des programmations très intenses, très fortes, dépendant de leur environnement. Alors, ils peuvent être très évolués au niveau systémique, mais ils ont de la difficulté encore parce que c'est plus intense comme énergie. Alors, c'est plus difficile à absorber. Donc, c'est là qu'il faut qu'ils se concentrent à un moment donné, d'absorber l'énergie des automatismes qu'ils perçoivent négativement. Alors, pour évoluer, dans le fond, c'est d'absorber l'énergie que vous percevez de façon négative. Plus vous êtes en mesure d'absorber et que l'énergie se transmute, autrement dit, pour absorber cette énergie-là, il faut que vous soyez dans l'intelligence de ce qui se passe. Voyez-vous? Si vous êtes dans l'intelligence qui parle, autrement dit en observation vibratoire multidimensionnelle, automatiquement, ça se transmute. L'énergie se transmute. Vous ne restez pas dans la forme de la peur ou de la mémoire, au niveau de la mémoire, au niveau de la charge émotive. Voyez-vous? Alors, plus vous vivez ça, plus vous évoluez, plus vous intégrez. Une intégration, c'est votre propre expérience dans votre vie de tous les jours. C'est commencer à observer des choses. Voyez-vous? Que vous avez développé avec justement une autre personne qui vous a fait réaliser certaines choses. Parce qu'il a ajusté votre perception. Voyez-vous? Alors, plus votre perception est ajustée à la réalité systémique, plus vous êtes en mesure, dans votre vie de tous les jours, d'observer des choses. Faites très attention à ça. Les gens s'imaginent que l'observation psychologique, l'observation vibratoire, c'est la même chose. C'est pas la même chose du tout. Voyez-vous? C'est deux sortes d'observations, comme c'est deux consciences totalement différentes. Ceux qui s'imaginent observer là, comme ça, là, dans le fond, ils nourrissent leur conscience évolutive. Encore plus. Ils se retardent. Okay. D'où l'importance du contact, encore une fois. Ah oui, ben oui. Pour la personne, pour dire non, attention, là c'est l'observation qui est purement psychologique, parce que sinon, comme vous l'avez mentionné, on risque de s'engouffrer et de ne pas évoluer. Oui. C'est absolu, ça. Tu sais, je ne dis pas ça pour vendre quoi que ce soit. C'est comme ça que ça fonctionne. L'enfant, rapport avec ses parents, même chose. Ça te prend un contact. L'enfant ne peut pas évoluer seul. Il va mourir. Il va se laisser mourir.
Il a besoin du contact. C'est le contact avec le contact avec les autres, le relationnel, c'est important aussi. Pas n'importe quel prix, là. Mais le relationnel est très important. Pourquoi, du coup? Parce que ça permet justement l'échange créatif, ça permet on est programmé fondamentalement comme ça. On est des êtres sociaux. C'est une programmation très profonde, ça. Voyez-vous? L'être humain est social pour survivre plus facilement. C'est évident. Les animaux, certains animaux, les loups, par exemple, sont sociaux. Les chats, jusqu'à un certain point, les chiens, jusqu'à un certain point. Voyez-vous? Ça dépend des genres d'animaux. Mais en général, le besoin relationnel, c'est lié à la survie et à toutes sortes de subtilités de survie. Voyez-vous? C'est important. Oui. Oui, donc l'être humain est un animal social parce qu'effectivement, il a intégré dans sa programmation que être avec d'autres personnes favorisait plus sa survie en tant que tel. Ouais, c'est inconscient, là, mais il le vit comme ça, à différents niveaux. Ouais. D'accord. C'est ça qui permet la procréation. Seul. Tu ne fais pas des enfants forts, disons. Plus compliqué, effectivement. Plus compliqué, ouais. Alors, on a une question globale. Quelle est la principale résistance à l'observation vibratoire? Ah, bonne question. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est l'effet de la conscience psychologique, autrement dit, à travers la programmation involutive. Autrement dit, les automatismes inconscients de la personne. C'est ça qui crée de la résistance. C'est ça qui occultifie la réalité systémique. L'influence de toutes les notions de toutes sortes. Et la perspective, si vous voulez, très limitée du phénomène psychologique. Le phénomène psychologique est basé sur la polarité. Alors, tant qu'une personne fonctionne à travers la polarité de base, là, il y a plusieurs autres choses, là, mais tant qu'il fonctionne, tant qu'il est polarisé dans son mental, il va avoir beaucoup de résistance. Parce qu'il base sa réalité sur quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas ajusté à la réalité systémique. Voyez-vous? Ok. J'avais une autre question, moi pour ma part aussi. C'était quelque chose qui était plus lié effectivement, donc cette approche un peu, quand on parlait alors, de psychogénétique, de physique quantique, vous vous rappelez, j'avais dans mon introduction évoqué les personnes qui avaient des phénomènes psychosomatiques, donc les personnes qui pouvaient se créer par pure névrose ou autre des pathologies. On voit ça aussi avec des fameuses grossesses nerveuses. On a eu des expériences qui ont été faites aussi par les scientifiques où ils faisaient croire à la personne que celle-ci a été brûlée. Et il y avait carrément des cloques qui apparaissaient. Est-ce que l'inverse est théoriquement, selon vous, possible? Est-ce qu'une personne mentalement peut créer plus de conditions pour guérir, pour cicatriser plus Si elle y vite, croit etc. assez, oui. Si elle y croit suffisamment, oui, c'est l'effet placebo. L'effet placebo est basé sur la puissance de la personne. Mais à ce moment-là, inconscient. La personne est inconsciente. Voyez-vous? Alors, plus elle est inconsciente, plus ça a un effet lorsqu'elle croit. C'est ça l'effet de la croyance. Voyez-vous? Alors, ça a toutes sortes d'effets du genre. Alors, ça peut rendre malade comme ça peut guérir. Alors, des intervenants, par exemple, comme des guérisseurs, si la personne croit absolument au guérisseur, qui lui dit, bon, ben, vous êtes guéri, puis elle y croit, ben, elle va commencer à guérir.
Pourquoi? Parce que avant ça, elle croyait autre chose inconsciemment, ça nourrissait la maladie. Alors, lorsque le guérisseur lui dit, si elle y croit, là, à ce moment-là, elle va commencer à guérir parce qu'elle y croit. C'est le doute, le moindrement, ça arrête. Pardon? Pardon, oui, sinon, et qu'est-ce qui se passe en fait physiquement dans ce cas-là? C'est quoi? C'est le corps, il a une sorte de boost, les globules blancs vont être plus actifs? Okay. Oui. Dans le sens que le système immunitaire est très sensible à comment je dirais ça? La conscience de l'individu. Dans le sens que comment l'individu perçoit les choses. Par exemple, si un individu vit beaucoup de dévalorisation, ça va avoir un effet sur la mécanique du système immunitaire. Le système immunitaire va, à cause de la constance de la dévalo, par exemple, va avoir une tendance à être moins puissant. Ça a un effet sur les os, etc., etc. Sur la structure de l'individu comme tel. Parce que le corps reçoit des messages de faiblesse, il reçoit des messages de faiblesse, d'impuissance, etc. Oui, exactement. Fait que l'individu est tout le temps là-dedans, donc ça l'envoie un message vibratoire au système qui agit sur vous, que vous sentez. Voyez-vous? En parlant de senti, Bernard, il parlait que la pensée venait d'ailleurs. Mais dans le fond, ce n'est pas la pensée qui vient d'ailleurs. C'est le senti qui vient d'ailleurs, premièrement. Et ça altère votre façon de penser. Voyez-vous? Mais c'est le senti, la mise en vibration que vous ressentez en premier, ce n'est pas la pensée. C'est le senti qui altère ou qui colore la pensée. Voyez-vous? Ça ne vient pas d'ailleurs comme tel, ça provient de la programmation. D'ailleurs, ce qu'il voulait dire, c'est ailleurs que la personne elle-même, en dehors de la personne. Mais vu que l'individu s'identifie à sa programmation ou à la programmation, ou à ce qu'il appelle sa personnalité, à ce moment-là, pour lui, c'est réel. Là. Il croit. Voyez-vous? Dans le sens que c'est sa pensée. C'est ça le problème. Alors, lorsque l'individu sait que c'est la programmation qui se déclenche, autrement dit, la charge émotive, c'est pas pareil. Que ça soit exploré un peu plus profondément, cette affaire-là. Dire que la pensée vient d'ailleurs, c'est pas assez. Ouais, c'est un peu un raccourci, quoi. Oui, c'est un raccourci pour faire prendre la conscience à l'individu, pour commencer à dédoubler l'individu, dans le sens que l'individu commence à réaliser un peu que la pensée qui se passe dans sa tête, c'est pas tout à fait sa pensée. Voyez-vous? Aussitôt qu'il commence à regarder ça comme ça, il commence à avoir une distance entre lui et la programmation, même s'il n'a pas conscience de la programmation. Voyez-vous? Et c'est ça l'effet ou le sens du double. C'est un dédoublement. Parce que l'être humain, sa personne, elle s'associe ou elle s'identifie à la programmation. Donc, ça fait un. Elle n'est pas dédoublée. Là. Elle se sent un. Voyez-vous? De là, l'égocentrisme. L'égocentrisme, ça passe à travers la personnalité. Les gens spirituels veulent éliminer l'ego. Pas l'ego, il faut éliminer. Voyez-vous? Ou atténuer, c'est la programmation. Dans le fond, ils veulent éliminer la personnalité ou la programmation, mais ils ne savent pas. Ils ne sont pas conscients de ça. Alors, si un individu essaie d'éliminer son ego, ben là, il flotte. S'accroche après un clou et ne fait rien. Ne fait plus rien.
L'ego, c'est important. C'est la transparence de l'ego qui est différente. Oui, ça. L'ego, la personne qui s'identifie à la personnalité ou à la programmation, c'est un ego dense. Tandis qu'une personne qui a une distance par rapport à la programmation ou une grande distance, l'ego est plus transparent. Moins dense. Ce qui densifie l'ego, si vous voulez, ou la personne, c'est la programmation. Comment il est programmé. Tout le monde est programmé psychologiquement ou dans une conscience qui est inférieure. Il y avait aussi une autre question qui avait été posée. Bon, il y a une question sur comment une personne s'auto-guérit consciemment ou vibratoirement. Bon, là, on l'a abordé à travers les mécanismes que vous avez exposés précédemment. Et prendre conscience des mécanismes. Voilà. D'ailleurs, une personne, même inconsciente, qui prend conscience relativement des mécanismes, c'est la bio, comment tu appelles ça, la bio... Bioingénierie? Ouais, c'est basé un peu là-dessus, dans le sens que la personne qui en parle à l'autre pour l'aider à éliminer la maladie va lui faire prendre conscience de certaines choses qui ont créé la maladie. Voyez-vous? Aussitôt que la personne va prendre conscience de l'absurdité de sa croyance, voyez-vous, ou de ce qui a créé la maladie, il commence à guérir. Il y a une observation, même psychologique, ça a un effet. Voyez-vous? On avait parlé, qu'on avait abordé justement cette notion de maladie. Il y avait toujours un phénomène, un choc pour un cancer ou pour quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que avec justement cette prise de conscience, donc cette différente observation, toutes les maladies sont théoriquement curables? Par exemple, une personne, je ne sais pas, qui a une tumeur ou quelque chose comme ça, où il y a quand même des stades où... Oui. Mais à n'importe quel stade, théoriquement, c'est... Ben, pas n'importe quel stade. Là. Ben oui, jusqu'à un certain point, mais un stade très avancé, ça va être plus difficile, c'est évident. Parce qu'il y a une détérioration physique. Là. Mais théoriquement, avec une observation, une prise en compte, justement, une analyse psychogénétique, je pense que c'est le cas de le dire, théoriquement, tout est curable, du coup. Oui. OK. Il s'agit que la personne prenne conscience de ce qui a créé la maladie et ce qui maintient chroniquement, si vous voulez, la maladie. Le côté chronique, c'est la croyance. Voyez-vous? La mécanique. La croyance en quoi? La croyance en la maladie ou la croyance pas la croyance en la maladie, la croyance en autre chose qui crée la maladie. Autrement dit, ça crée un comportement quelconque. Ça joue beaucoup avec les atmosphères mentales, ça. Quelqu'un qui vit l'exemple de la dévalo, quelqu'un qui vit beaucoup de dévalo, il risque de vivre un cancer des os, par exemple. Des joints, l'arthrite, beaucoup liés à la dévalo. Donc, il nourrit ça continuellement en percevant la réalité à travers des mécanismes qui lui font vivre de la dévalo tout le temps. Voyez-vous? Alors, ça a un effet. Ça leur envoie un message tout le temps, le même message. Qui grossit. Parce qu'il y a des programmes biologiques là, au niveau du corps. Alors, ça envoie vibratoirement, ça connecte vibratoirement avec les programmes biologiques. Oui, parce que c'est une prédisposition, parce que souvent, enfin, dans les approches scientifiques, on dit souvent voilà, qu'il va y avoir des pathologies qui peuvent se transmettre par les gènes, mais quoi qu'il arrive, l'activation est vibratoire, quoi qu'il arrive. Il va y avoir un terreau fertile, mais il n'y a pas quelque chose qui va se déclencher si jamais l'individu est dans une approche vibratoire. Ça va être supporté par la programmation de l'individu, comment il était influencé par son environnement. Un individu, par exemple, qui hérite au niveau biogénétique
maladies probables dans le futur, si sa programmation est beaucoup plus ajustée, ça va avoir un effet sur la maladie probable, ça va retarder ou ça va l'éliminer. Ça va l'empêcher de se manifester. Parce que justement, il a été influencé par un environnement plus ajusté. Donc, la programmation. Regardez comment ça fonctionne. Les parents, si vous voulez, transmettent leur génétique se réincarne dans l'enfant, ouais, physiquement, biologiquement. Et lorsque l'enfant est en contact conscient avec, on parle de conscience psychologique, là, avec les parents, à ce moment-là, ben, si les parents, à cause de la biogénétique qu'ils vivent, autrement dit, le degré d'involution qu'ils vivent, continuent à nourrir ce genre de biogénétique-là, ce qui a créé la biogénétique. Autrement dit, l'individu qui hérite de ça, qui est en contact avec les parents, va nourrir aussi. Il va avoir plus de chances qu'il tombe malade que se développe, si vous voulez, la maladie biogénétique, donc il est prédestiné. Voyez-vous ce que je veux dire? D'accord. Son plan de vie, ça. C'est son plan de vie biogénétique. Puis si c'est supporté par un plan de vie psychogénétique, à ce moment-là, c'est évident qu'il va le vivre. Ça va avoir un effet. Si ce n'est pas supporté, à ce moment-là, ça va avoir moins d'effet ou pas d'effet du tout. Le psychique a un gros effet sur le biologique. Bah oui, parce que là, si jamais on comprend bien, c'est vraiment le psychique, il va expliquer à 99% si jamais la maladie va apparaître ou pas, quoi. Là, ouais. Ben, tu sais, ça dépend du degré aussi de programmation du biogénétique. C'est rendu à 95%, là, tu sais, dans un sens, la maladie va être difficilement évitable. Voyez-vous? Dépendant de la puissance, à quel point ça a été répété psychogénétiquement. Voyez-vous ce que je veux dire? Dans l'expérience psychique des individus ou de la lignée. Oui, je vois. Plus ça a été répété et plus, si jamais l'individu ou l'enfant... Voilà. Ouais. Plus le terrain est miné, quoi. La technique est puissante. OK. Voilà, ouais. C'est un peu comme si, effectivement, genre, il va y avoir un terreau fertile génétique qu'on va recevoir. C'est comme un terrain miné, quoi. Après, effectivement, l'environnement va nous dire est-ce que tu vas marcher sur la mine ou pas. Mais plus, effectivement, ça t'est accumulé, plus le terrain il est très dense au potentiel. Okay. C'est normal que l'environnement immédiat transmette cette psychogénétique-là, autrement dit, que se réincarne cette psychogénétique-là chez l'enfant. Plus de chances que ça se réincarne, cette biogénétique-là, que si les parents vivent un processus pour évoluer, lorsqu'ils ont un enfant, ben, ça a un impact sur l'enfant. Voyez-vous? Et moins d'impact biogénétique. Voyez-vous? Ça joue, c'est évident. Là. À quel point, il ne faut pas trop aller dans les détails. C'est le développement d'une science. Là. Quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Là. Voyez-vous? Alors, on avait une autre question qui s'interrogeait sur les programmes. Alors, il y a les programmes. Est-ce que les programmes, alors globalement, de manière synthétique, est-ce que les programmes communiquent entre eux? Je ne sais pas s'il y a une communication. Oui, mais pas comme les gens pensent. Là, dans le sens, c'est vibratoire. Vous dansez, par exemple, OK? Il y a le rythme, il y a la musique, il y a la vitesse de la musique,
il y a le mouvement physique, un autre programme, ça. Tous des programmes, là. Voyez-vous? Un amalgame de programmes qui se coordonnent ensemble. Donc, ça communique ensemble. Inconsciemment. C'est lorsque vous en avez le moins conscience que ça communique le plus, autrement dit, ça se coordonne le plus. Ça se synchronise le plus. Voyez-vous? Comment que ça fonctionne. Vous pouvez être conscient de ça, mais il ne faut pas toucher trop. Dans le sens, OK, on est conscient de ça, on se laisse aller dans le mouvement. Voyez-vous? Si on est trop conscient, si on est trop conscient, ça s'arrête. Comme lorsque les lumières s'allument, si vous prenez trop conscience d'une partie de ça, ben, ça neutralise le contact, si vous voulez, entre les programmes. Ça neutralise ou ça désactive l'automatisme. Parce que c'est des automatismes. Danser, c'est des automatismes. Ça ne se pense pas, ça. Là. Le rythme, ça ne se pense pas. Hein? Des gens qui n'ont pas de rythme, c'est parce qu'ils pensent. Ils pensent le rythme. Ça ne marche pas. Il faut qu'ils se laissent aller. Les gens qui sont trop dans leur tête n'ont pas de rythme habituellement. Voyez-vous? Il faut qu'ils apprennent à se laisser aller pour avoir du rythme. Je pense que c'est aussi. Ouais, et je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont parfois amenés à justement apprendre à consommer de l'alcool ou des choses comme ça pour se désinhiber, pour être moins. Pour relaxer, puis là, ils vont avoir un peu plus de rythme. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Imaginez quand il y a plusieurs programmes ensemble. Ils interviennent trop mentalement, ils sont trop. Oui, parce que en danse, il y a les programmes, puis après, il y a la capacité aussi à suivre l'autre personne. Donc, il y a aussi un autre programme qui se déclenche. Ça, c'est un autre programme. Ouais, ça, c'est un apprentissage. Ouais, si vous dansez proche, là, vous tenez la personne, le lead, etc., là, ça, c'est une autre affaire. C'est un autre programme. Ça prend du temps avant de se programmer. Au niveau de la danse classique, là, sociale, il y a le contact physique aussi, direct. Ça, c'est encore. Il faut se programmer encore plus pour ça. C'est une autre affaire. Danser comme ça, il y a une distance, c'est pas facile. Après ça, il y a le contact direct sur le corps. Par exemple, quelqu'un qui danse le tango, des danses comme ça, c'est très collé comme ça. La personne sent l'autre. Il s'agit que la partenaire s'ajuste, se synchronise parfaitement avec le mouvement du partenaire qui lead. C'est un apprentissage, ça aussi. C'est tout des apprentissages subtils, ça. Et l'adaptation à un partenaire en particulier. La même personne va aller avec un autre partenaire qui a d'autres habitudes. Il revient, un lead, par exemple, qui est trop fort. Voyez-vous? Pas que le lead soit trop fort. Dans le sens que le partenaire qui lead, habituellement c'est le mâle, il ne faut pas que ce soit trop fort. Pour que la personne qui suit, c'est comme ça, là. Il y a une petite résistance. Ça s'apprend, c'est des programmes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça. Et on parle de danse, mais c'est aussi pareil aussi pour les sports, surtout les sports collectifs. Même on en chose. parle, c'est la période des JO, mais c'est vrai que jouer le avec basket, c'est ça. Tous des automatismes, ça. Il y en a qui sont experts là-dedans, ils peuvent jouer avec le ballon, ping, pang, boum. On voit des fois. Oui, et il y en a. Et on voit effectivement. Ouais. Et on voit effectivement des personnes qui sont très fortes aussi, oui, en solo, mais dès qu'il s'agit effectivement de faire en équipe, là, qui perdent complètement leurs moyens. Exactement. Ils ne sont pas programmés pour. Mais ils ne savent pas comment se programmer. Comment se programmer pour fonctionner en équipe, c'est de pratiquer en équipe.
Point final. Mais ces gens-là ont de la difficulté parce qu'ils vivent la dévalo. Voyez-vous? Ils veulent toujours être en valeur. Fait que s'ils font une erreur, ils n'aiment pas ça. Fait qu'ils s'empêchent d'apprendre. L'apprentissage et la dévalo, le besoin de se valoriser, ça joue beaucoup. Et puis, il y a danser ou faire du sport tout seul, et puis en public, perdre ses moyens, etc. D'où l'importance de la préparation exact. mentale, Parler etc. en public, c'est la même chose. Voyez-vous? C'est seulement des habitudes. Autrement dit, des programmes. Lorsqu'on connaît la mécanique, on peut se programmer très facilement. Plus on est ajusté à la conscience systémique, plus on peut se programmer comme ça. À volonté. Parce qu'on est dans l'intelligence de ce qui se passe. C'est facile à ce moment-là, il n'y a pas d'effort.